Nous allons commencer la deuxième partie du cours de radioactivité portant toujours sur la stabilité des isotopes. La radioactivité naturelle est l'émission spontanée de rayonnement corpusculaire palomagnétique. On a déjà vu les 6 rayonnements possibles: émission de particules ou de radiation électromagnétique. De tels éléments sont appelés des radionucléides ou radioéléments. Bien sûr, on a 2 types de radioactivité. Lorsque la radioactivité est naturelle, l'émission est spontanée. Mais lorsque maintenant, au niveau du laboratoire, on crée des rayonnements, la radioactivité est provoquée ou artificielle. On en a 10 types. Il existe 6 types de radioactivité, que sont les émissions alpha, bêta-, bêta+, gamma, la capture ionitique et la fission spontanée que nous avons rencontré lorsqu'on a étudié le diagramme de Segre. Donc, en résumé, voilà les différents types de rayonnement, les différents types de radioactivité, avec les particules qui sont émises et le noyau formé. La radioactivité alpha, qui se passe au niveau des noyaux lourds, émission d'hélium, de particules alpha, c'est-à-dire de noyaux d'hélium. Le noyau formé, donc le nombre de masses diminue de 4 unités et le nombre de protons de 2. Bêta-, qu'est-ce qui est émis? Ce sont des électrons et des antineutrinos. Un isobare de l'élément initial est formé, augmentation du nombre de protons d'une unité. Ce qui se passe au niveau des noyaux, il y a un excès de neutrons. Bêta+, particules émises, c'est des positons et des neutrinos. A, ZX, augmentation. La capture électronique, les deux réactions suivantes, les deux réactions nucléaires suivantes sont toujours en compétition. Donc, on obtient exactement toujours le même noyau. La fission spontanée, qui se passe elle aussi au niveau des noyaux lourds, permet d'avoir des 2 noyaux moyens, et bien sûr l'émission gamma, qui est une émission émission de nature électromagnétique avec un élément identique à tous les points de vue à l'élément de départ. Dans les réactions nucléaires, les grandeurs suivantes se conservent. Ici, l'énergie totale, l'énergie cinétique de la particule et l'énergie de masse se conservent. L'énergie de masse totale, l'énergie totale de X va être égale à l'énergie totale de Y et de Z. La quantité de mouvement se conserve. Le nombre de charges, bien sûr, A égale à A1 plus A2. Le nombre de nucléons, le nombre de masses, A égale à 1 plus A2. Le nombre de charges, Z égale Z1 plus Z2. Et bien sûr, le moment angulaire total, qu'on verra plus tard, notion de rotation et de vibration. Par exemple, on donne un exemple ici, dans le cas de l'uranium 238. Qu'est-ce qu'on a au départ? 238, il faut être clair, c'est 234 plus 4. 92, c'est 90 plus 2. 14 plus 0, ça fait 14. 6, c'est 7 moins 1. Ça fait le bilan énergétique d'une réaction nucléaire. Si on considère cette réaction nucléaire, un noyau X qui donne 2 noyaux Y et Z, ou un noyau et une particule, l'essentiel, qui subit une réaction nucléaire. La conservation de l'énergie de masse, ici, l'énergie de masse de X est égale à l'énergie de masse de Y plus l'énergie de masse de Z plus l'énergie dégagée. Dans chaque réaction nucléaire, on a un dégagement d'énergie. Et notez bien, si on négligeait la quantité d'énergie dégagée, on n'aurait pas ici la conservation de la masse des substances, on n'aurait pas la conservation de l'énergie de masse. Donc, on revient sur le fait que la masse est une des formes de l'énergie. Et ici, il suffit de transposer mx. Donc, je transpose et ceci me permet de déterminer la quantité de chaleur dégagée par cette réaction nucléaire. Et d'une façon générale, les énergies libérées lors d'une réaction nucléaire, Q, c'est sigma sur les mi moins sigma sur les mj de C carré. La somme des masses des réactifs moins la somme des masses des produits multiplié par C carré. Une masse multipliée par
Donc c'est l'énergie de masse. Dégagée lors de la réaction nucléaire. La masse nucléaire au repos, bien sûr, mj, mi, masse des réactifs des produits, et c'est bien sûr la vitesse de la lumière dans le vide. Cette énergie dégagée peut aussi être calculée en utilisant les énergies de liaison ou les énergies de liaison par nucléon. En effet, on a Q égale AJ, EAJ, A c'est le nombre de masse des noyaux multiplié par l'énergie de liaison par nucléon. AI, même chose, nombre de masse des noyaux des réactifs, énergie de liaison par nucléon des réactifs. Mais vous remarquez aussi que AJEA ou AIEAI est l'énergie de liaison tout court, l'énergie de liaison des noyaux, l'énergie de liaison des noyaux. Donc on fait cette application, on a 4 moles d'hydrogène qui donne 1 mole d'hélium et 2 électrons. Ici, vous voyez qu'on dit qu'on néglige la masse de l'électron. Calculée dégagée par la fusion nucléaire d'1 mole d'hydrogène. Donc, on fait 4 fois MHI moins M2HE moins 2 fois la masse de l'électron. Donc, comme la masse de l'électron est négligeable, on a 4 fois la masse, la base de l'hydrogène. 4 fois, donc ici, ce qu'on demande par mole, on a pris 1 mole. 1 mole d'hydrogène. Et ici, comme c'est en grammes, on a multiplié par 10 fois moins 3 ici, multiplié par c carré. Et vous avez l'énergie dégagée par la fusion de 4 moles d'hydrogène. Donc, pour 1 mole d'hydrogène, il faut bien sûr diviser par 4. Donc, voici, vous voyez que la quantité d'énergie dégagée pour 4 moles d'hydrogène, c'est-à-dire la fusion de 4 moles d'hydrogène, 4 grammes d'hydrogène, 4 grammes, permet d'avoir une énergie égale à 6,7 puissance 11 joules par mole. Ceci met en évidence les quantités d'énergie importantes dégagées dans les réactions nucléaires. Quelle est l'énergie cinétique des noyaux émis? Donc on considère X, le noyau de départ, on suppose qu'il est au repos. Après la réaction, puisque la quantité de mouvement se conserve, donc conserve, les deux quantités de mouvement ne sont pas orientées dans la même face, dans le même sens. On verra ça tout à l'heure. Et bien sûr, on a PY, la quantité de mouvement de Y après la réaction, PZ, la quantité de mouvement de Z après la réaction. On peut exprimer l'énergie cinétique en fonction de la quantité de mouvement. Il suffit juste de dire que TI égale à 1 demi de, on l'avait déjà fait ici, T égale mv carré sur 2, m carré v carré sur 2m égale p carré sur 2m. La loi de conservation, les lois de conservation nous permettent d'écrire, comme au départ le noyau X est immobile, donc sa quantité de mouvement est nulle. Et comme il y a conservation de la quantité de mouvement, on a 0 égale PY plus PZ, ce qui montre ce que je disais tout à l'heure, PZ égale à moins PY. Donc les deux quantités de mouvement sont orientées dans deux sens différents, même si c'est souvent dans la même direction. Q, la quantité d'énergie libérée. Donc, comme X est au repos, donc la quantité d'énergie libérée est transmise sous forme d'énergie cinétique à Y et Z. Donc, l'énergie de masse de X est transmise sous forme d'énergie cinétique à Y et Z. C'est-à-dire mx au carré Tx est transmis sous forme d'énergie cinétique à Y et Z, c'est-à-dire mxc carré plus Tx égale mxt carré sur Tz. L'énergie de masse de X est transmise sous forme d'énergie cinétique à Y et Z, c'est-à-dire on a cette relation-là. Comme Tx est au repos, donc l'énergie cinétique d'X est égale à 0, donc on a ceci. De même, Tx égale à 0. Donc on peut écrire que Py égale Pz en norme, Q égale Ty plus Tz, ce qui permet de déterminer la quantité, les vitesses, ou de faire la relation entre, de calculer la quantité d'énergie libérée en fonction de l'énergie cinétique des particules. Ce qu'on a fait pour le Z, on aurait pu faire exactement pour le X. Donc je mets Tz égale Ty égale. Si on fait le rapport Tz tout Ty, on retrouve le rapport des masses. Ça signifie que
la particule la plus légère va acquérir MY sur MZ fois plus d'énergie que le noyau le plus lourd. Donc si Y est la particule la plus lourde, d'accord, en masse, la masse Y est plus grande. On voit que ce résultat là c'est MY sur M, donc c'est Z qui va emporter la quantité d'énergie la plus importante. Donc le noyau le plus léger va avoir l'énergie cinétique la plus importante. Exemple, on prend un exemple classique. Voilà ici, voilà à peu près en approximation, la masse de BI ça tourne autour de 212, la masse de tel c'est 208, la masse c'est 4. Donc qu'est-ce qui fait que si dans cette réaction nucléaire l'énergie de la particule alpha est 52 fois plus importante que l'énergie du thallium. Même chose si on prenait la désintégration du thorium en radium et en hélium, l'énergie de la particule alpha, qui est ici la particule la plus légère, va emporter, voilà, ici, va être 57 fois plus grande que l'énergie du radium. Donc la particule toujours la plus légère emporte la presque quasi-totalité de l'énergie libérée. Un exemple pratique, dans le cas du thorium, la désintégration du thorium, l'énergie dégagée, si on a eu 4,5 MeV de dégagé, ouais, dans ces 4,5 MeV, la particule, le radium aura 0,08 MeV, alors que la particule aura 4,422 MeV dans les 4,50. Donc toujours la particule la plus légère emporte la presque quasi-totalité. Ici, vous voyez que la particule alpha prend 98,27% de l'énergie libérée par la réaction. Quelles sont les lois de désintégration? On va rappeler. La radioactivité naturelle est l'émission spontanée de rayonnement corpusculaire ou électromagnétique par certains noyaux, de façon spontanée, sans action extérieure. La radioactivité est aléatoire. Impossible de connaître quand est-ce un noyau va se désintégrer. Vous avez 100 millions de noyaux dans un échantillon. On ne peut pas savoir c'est tel noyau X qui va décéder et pas l'autre. Alors tous les noyaux sont identiques, il y a un qui va se désintégrer. Donc si vous avez un échantillon, supposons un échantillon qui existe depuis 5 milliards d'années, pourtant il y a des noyaux qui sont désintégrés à l'instant t égale 0, ou à l'instant t égale 2 jours, ou à l'instant t égale 5 milliards d'années, il y a encore des noyaux qui existent, qui ne sont pas encore désintégrés. C'est pourquoi on dit que la radioactivité est aléatoire, elle est spontanée. Ça veut dire qu'elle est totalement indépendante des conditions physiques et environnementales. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, le noyau va exactement se désintégrer de la même façon. Que le noyau soit seul ou dans une liaison chimique, dans une molécule, le noyau va se désintégrer de la même façon. La réaction est irréversible. Dès que le noyau se désintègre, on ne peut pas aller en arrière pour former le noyau qui s'était désintégré. Réaction inverse n'est pas possible. Donc elle est aléatoire, spontanée et irréversible. Ça, c'est la radioactivité naturelle. Et ainsi, la probabilité pour que le noyau se désintègre pendant un temps T est une donnée intrinsèquement liée au noyau. Donc c'est une donnée du noyau. Entre deux noyaux différents, la probabilité de désintégration sera différente. Chaque noyau radioactif a sa propre période, a sa propre probabilité de désintégration. Et bien sûr, le nombre de noyaux évolue au cours du temps. Bien sûr, comme le nombre de noyaux, les noyaux se désintègrent, bien sûr, le nombre va diminuer au cours du temps. Donc, le nombre de noyaux restants dans l'échantillon varie avec le temps. On a plusieurs cas. On va considérer le premier cas où le noyau formé est stable. YX se désintègre en donnant Y, mais Y est un noyau stable, ne se désintègre pas. À T, à l'instant initial, nous avons un noyau N0 dans l'échantillon. Bien sûr, le nombre de noyaux Y, c'est 0, ça peut commencer à se désintégrer. En instant T supérieur à 0, bien sûr, le nombre de noyaux dans T, dans l'échantillon, X sera N de T. Parce qu'entre-temps, un certain nombre de noyaux s'est désintégré. La variation maintenant, c'est N de T, nombre de noyaux final, moins le nombre de noyaux initial. Comme on a eu une diminution, bien sûr,
le N0 est supérieur à NT. Donc on a qui est égal à D. Donc la variation de Y, la variation D de N est égale à T inférieur à 0. Donc le nombre de noyaux désintégrés, bien sûr, c'est moins D de N, puisque N de T moins N0, c'est la variation qui est négative. N0 moins N de T, ce qu'on avait au départ, ce qu'il y a à l'instant T, la différence correspond au nombre de noyaux désintégrés, c'est moins D de N. On a moins N de T moins N0 égale N0 moins N de T. Le nombre de noyaux désintégrés par unité de temps, c'est comme moins Dn est le nombre de noyaux désintégrés pendant tout le temps, et pendant un temps dt. Donc le nombre de noyaux désintégrés par unité de temps, c'est d de n de t sur dt. Or on sait que ce nombre de noyaux désintégrés est proportionnel au nombre de noyaux que vous avez dans l'échantillon. Le nombre de noyaux désintégrés par unité de temps est proportionnel au nombre de noyaux que vous avez dans l'échantillon. Donc, et ce coefficient de proportionnalité, on va l'appeler lambda. Lambda I, c'est une donnée intrinsèque liée au noyau et qu'on appelle la constante radioactive. Donc, le coefficient de proportionnalité entre le nombre de noyaux désintégrés par unité de temps et le nombre de noyaux dans l'échantillon à l'instant T est ce qu'on appelle la constante radioactive, qui dans le système international est l'inverse. Son unité est l'inverse de la seconde. Donc cette unité, c'est l'inverse du temps. Et dans cette international, on prend la seconde moins 1. Et par intégration, bien sûr, on a dn sur dt plus lambda nt égale à 0. On l'obtient, la loi de variation, en intégrant, on a ceci. La variation en intégrant, bien sûr, l'équation différentielle pour résoudre l'équation de temps. On a ln de t égale ceci. Donc ce qui nous donne le noyau, le nombre de noyaux dans l'échantillon à tout instant, n de t égale à n0 exponentielle de moins lambda t. N de nombre de noyaux à l'instant t, n0 nombre de noyaux radioactifs à l'instant t égale 0. Donc voici la loi de variation. Donc vous notez que n de t, ça correspond au nombre de noyaux radioactifs se trouvant dans votre échantillon à l'instant t, qui est différent du nombre de noyaux désintégrés. On l'a vu tout à l'heure, le nombre de noyaux désintégrés sera toujours la différence entre le nombre de noyaux que vous avez à l'instant initial moins le nombre de noyaux qui restent dans l'échantillon. N de t, c'est le nombre de noyaux dans l'échantillon au moment où vous faites la mesure, c'est-à-dire à l'instant t. Alors on fait cette petite application, soit une source radioactive avec la fiche technique suivante. Tac, tac, tac. Écrire l'équation de désintégration de la source. On donne lambda, on donne la masse molaire de l'élément, on donne la masse initiale de l'échantillon, calculer le nombre de noyaux le nombre initial d'atomes N0 et le nombre restant dans l'échantillon au bout de 10 ans. Donc ce qui reste. Équation, bien sûr, on a une émission bêta moins. Encore par émission bêta moins, le bêta moins est au second membre. Et quand vous avez une émission bêta moins, n'oubliez jamais qu'il y a l'émission d'antrineutrinos. Donc bien sûr, ça on connaît. N0, le nombre de noyaux, c'est le nombre de moles fois nombre d'Avogadro, et le nombre de moles, c'est la masse sur la masse molaire de la masse de l'échantillon sur 136. Et on a 8,79 par 21 noyaux. Quel est le nombre restant au bout de 10 ans? N de t, N0 exponentielle moins lambda t. On remplace, on aura, il va rester 5 10 puissance 21 noyaux. La période d'un radioélément. La période est le temps nécessaire pour que la moitié du nombre initial N0 de noyau se désintègre. Donc vous avez un noyau, vous avez N0, vous avez un échantillon, vous avez N0 noyau. Quand il va rester N0 sur 2, on peut déterminer le temps, on va déterminer le temps de demi-vie ou temps de demi-réaction. Donc on appelle la période. Temps au bout duquel la moitié du nombre initial de noyaux de départ c'est désintégré. Donc N0 c'est à l'instant t égale 0. N de t à l'instant t égale grand T, la période. Et quand il va rester N0 sur 2, vous pouvez déterminer le temps. Donc on aura N0 sur 2
N0 exponentielle de moins lambda t, soit t égale ln de 2 sur lambda. Comme t en dimension de l'inverse d'un temps, bien sûr, t à la dimension d'un temps. Et dans le système international, t est exprimé en secondes, mais on peut exprimer t en années, en minutes, en heures, comme on veut. Mais pour l'unité du système international, on a t qui est en secondes. Application, on demande le système 11C à une période t égale à 24 minutes, calculer lambda et préciser son unité. T égale ceci, 24 minutes en secondes et en minutes. L'activité d'un radio est le nombre de désintégrations émis par unité de temps. A de t égale moins dn sur dt. A de t, ddn sur dt, c'est ce qu'on appelle A de t, l'activité. Mais on sait aussi moins ddn sur dt, c'est lambda n de t. Donc ça fait lambda n0 exponentielle moins lambda t. Et comme A de t égale lambda n de t, lambda n0 ce sera l'activité à l'instant t égale 0. Donc on a A de t égale A0 exponentielle lambda t avec A0 égale lambda n. Donc ça c'est l'évolution de l'activité d'un échantillon. L'activité d'un échantillon est le nombre de désintégrations par unité de temps. Bien sûr, l'unité principale, l'unité internationale de radioactivité, c'est le becquerel. Un becquerel, c'est une désintégration par seconde. On utilise souvent aussi le curie ou le millicurie ou le microcurie. Donc, en sachant que un curie, c'est 3,7 10 puissance 10 becquerel. Ça correspond à 3 10 puissance 3 millicurie et à 10 puissance 6 microcurie. Un radioélément a une masse atomique égale à 98 à une période t. Un échantillon de ce radio a une activité de 1 microcurie. Donnez la loi d'évolution de la masse en fonction du temps. Calculez la masse de l'échantillon. De t égale n0 exponentielle de moins lambda t. Or, on connaît la relation qu'il y a entre le nombre de noyaux et la masse. Donc c'est nombre de moles fois n, nombre d'Avogadro. Et le nombre de moles c'est petit m sur grand M. Donc on a m de t n sur m. Ici ça remplace le grand M. M0 n exponentielle de lambda t sur m. La masse molaire de l'élément ne change pas. Donc vous avez la loi d'évolution de la masse aussi en fonction du temps. M de t égale m0 exponentielle de moins lambda t. Ce qui nous permet de répondre à la deuxième question. A de t égale lambda n de t. A de t égale lambda sur 2, ln de 2 sur t. A de t égale ln de 2 sur t. M de t fois nombre d'Avogadro sur m. Vous avez l'expression de la masse. Il suffit de remplacer, comme on a l'activité, la période, la masse molaire. Bien sûr, nous avons la masse contenue dans cet échantillon. Et voici l'évolution. Aussi bien, c'est les courbes de l'activité et du nombre de noyaux. N de t en fonction de N0, en fonction du temps. Et puis ici, vous avez aussi l'activité évolue aussi de la même façon. Donc, c'est des courbes exponentielles décroissant avec le temps. Donc nous allons nous arrêter ici pour la première partie du cours. On a considéré le cas où le noyau fils n'est pas radioactif. Quand on reviendra, on parlera du cas où le noyau fils est radioactif. Merci de votre attention et à la prochaine.